Milou qui dit « Je plains les chiens chicagolais ». Et les comment Excuse-moi. Chicago, les habitants de Chicago. Les Chicagolais. Je plains les chiens chicagolais qui doivent traverser la rue. Et tu vois. Regardez ici, tu vois, Milou. Oui, oui. C'est magnifique. Et dis-moi, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ça marche? Oui, on va faire un essai. Oui, d'accord. Je disais que dans Tintin dans Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo, Tintin, on n'ouvre pas la bouche. C'est à partir de Tintin en Amérique qu'il commence à ouvrir la bouche. Il parle, mais il n'ouvre pas la bouche. C'était pas à cause des Soviets, quand même. Non, regarde, je peux te montrer dans Tintin au Congo. Attends, je vais voir si ça sort. Tu es né dans les Ardennes belges, tu vis au Québec depuis de nombreuses années. 53 ans. Avais-tu apporté avec toi quelques bandes dessinées dans tes bagages? Oui, quelques-unes, certainement. J'avais apporté certainement Valardy, les deux Valardy de J.G. J'avais apporté les premiers Spirou. J'avais apporté les premiers Tintins. J'avais apporté, j'avais une édition noir et blanc de Tintin en Amérique qui était magnifique, superbe, que j'avais acheté en Belgique par une occasion formidable. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu encore apporter? Je ne sais plus. Oui. Des bravos, des magazines, enfin bon, que l'on ne trouve pas ici. Et ben, toi, tu es un intellectuel parfait quand même. Des diplômes partout. On te connaît surtout comme un médiéviste de réputation internationale. Mais comment se fait-il que tu as tombé comme ça en amour avec la BD? Mais d'abord, j'ai appris à lire et à écrire avec la BD. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Je me vois encore, je devais avoir 5-6 ans. Je me posais la question de savoir pourquoi, par exemple, il tue, il murmure ENT, je lisais il murmurant. Je dis, mais pourquoi on écrit ça il murmurant alors qu'on prononce il murmure? Bon. Tu vois, je me vois encore tout jeune me poser cette question-là. Mon père m'avait dit, mais non, c'est des lettres qu'on ne prononce pas. Et j'ai lu Spirou, j'ai lu Tintin, j'ai lu beaucoup de Tintin, j'ai lu... c'est comme ça. J'ai lu Cocardi, je lisais Cocardi, qui était une revue française, magnifique revue. Je lisais aussi Bimbo, Bravo, c'était des périodiques qui paraissaient en Belgique à l'époque. Voilà. Toi, tu m'as raconté un jour, comme ça, que la bande dessinée, en fait, a ses origines au Moyen-Âge. Ah ben oui, bien sûr. Ben, il suffit de voir la tapisserie de Bayeux et puis lire les manuscrits. Dans les manuscrits, on voit des successions d'histoires qui se sont en images. Évidemment, ce n'est pas des cases très fermées comme c'est à l'époque moderne aujourd'hui, mais
c'est des enchaînements d'illustrations qui racontent une histoire. Et dis-moi, je suis curieux de savoir, parce qu'il y a-t-il d'autres influences qui t'auraient amené, toi, Benoît, vers le 9e art, et tu t'es intéressé tout près du cinéma depuis Et le très cinéma, longtemps. non, le cinéma, non, c'est à part. Non, non, Non. le fait d'aimer la bande dessinée ne m'a absolument pas tourné vers le cinéma comme un art, en tout cas. Oui, j'allais au cinéma parce que ma sœur aînée était la meilleure amie de la nièce du curé de la paroisse, on avait un cinéma catholique où on passait quand même au moins 4 à 5 films différents par semaine. Alors j'y allais, j'ai vu beaucoup de films là aussi, mais c'était une consommation ordinaire, vraiment sans prétention. Et donc j'ai lu les bandes dessinées très longtemps. Puis quand j'étais au collège, évidemment, c'était fini. Mais quand même, Benoît, t'as fondé. Combien de ciné-clubs t'as fondé? J'ai fondé 2 ciné-clubs, le Ciné-Campus de Trois-Rivières, Oui. puis le ciné-club Jean Mitry, ici à Longueuil, au cégep Édouard Montpetit. Voilà, c'est les deux ciné-clubs. Et j'ai fondé une revue de cinéma aussi qui s'appelle 24 images, avec Louise Tanguay, qui était une étudiante du cégep. D'ailleurs, j'ai toujours fondé avec des étudiants. C'est amusant, à Trois-Rivières, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas l'abbé Cloutier qui a fondé le Ciné-Campus. C'est moi avec 2 étudiants, François Rompré et Michel Bellerose. Et nous trois, nous avons dit, nous dépenserons notre fric pour lancer ce ciné-club. Et finalement, ça a très bien marché. Et puis l'abbé Cloutier ensuite a embarqué, admirablement d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça que finalement, lui a attribué la paternité du Ciné-Campus, ce qui n'est pas faux. Mais l'idée de base vient de ces 2 étudiants et de moi de lancer ce ciné-club. Voilà, tu vois. Cette initiative-là. Cette initiative-là, oui. Ah, merci. As-tu continué à lire des bandes dessinées? Oui, bien sûr, mais beaucoup moins parce que quand j'ai eu 13 ans, dans une interview que j'ai donnée, qui paraîtra dans un de mes livres, je raconte qu'à l'âge de 13 ans, ma cousine Jacqueline Gustin m'a offert comme cadeau d'anniversaire les 5 grandes odes de Paul Claudel. Et ça a été une piqûre extraordinaire. Moi qui lisais très peu, je lisais de temps en temps un petit roman pour adolescents ou des trucs comme ça. À 13 ans, j'ai décidé que je lisais. J'ai lu, à 15 ans, j'avais lu à peu près tout Claudel, théâtre et poésie. Je me suis lancé dans la lecture, si bien que la bande dessinée, je l'ai négligée au moins pendant 3-4 ans. Et donc, j'ai lu les grands auteurs. J'ai lu beaucoup. Est-ce que ton ami d'enfance, François Lebeau, a joué un rôle? Il n'est pas mon ami d'enfance, Ah François non. Lebeau. Non. C'est Gaston Règle, mon ami d'enfance. Mais François Lebeau, je l'ai connu à l'université. Ah tiens. Oui, et justement avec la bande dessinée. C'est que nous habitions le même immeuble, un petit immeuble, où il y avait une douzaine d'étudiants. Et un jour, je le vois descendre l'escalier, et il me voit avec un livre de Paul Vendôme consacré à Hergé, le premier livre qu'on a consacré à Hergé. Et il me dit « Ah, qui dit Paul Vendôme, moi je le connais ». Et il habitait pas loin de chez Paul Vendôme, à Charleroi. Et donc, et je ne pense pas qu'il le connaissait personnellement, mais il connaissait bien ses écrits, etc. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, par ce biais de la bande dessinée, nous avons commencé à parler. Je lui ai parlé de Claudel, je lui ai parlé de... Et lui, qui connaissait vraiment très bien le cinéma, c'est lui qui m'a vraiment piloté pour me lancer dans le cinéma. Et dis donc, cette amitié s'est arrêtée là, à cette époque-là, ou a continué? Non, ça n'a jamais cessé. Nous nous sommes rencontrés en 59, ça doit être en 57, 58, non 60, c'est en 1960 qu'on s'est rencontrés, et donc nous sommes amis maintenant depuis 60 ans, nous fêtons nos 60 ans d'amitié. Si je ne me trompe pas, vous êtes des complices aussi dans Complices. la réalisation
garden party Oui, oui, oui. tous c'est les ça. étés. De Ici à méchants Longueuil. complices, n'est-ce pas? Oui. Hmm. Alors, c'est étonnant, oui. Ah. Mais François est moins passionné de la bande dessinée. Il est beaucoup plus passionné par le cinéma. Nous nous rencontrons beaucoup au niveau du cinéma. Puis la littérature, il connaît très bien la littérature. Il a fait une maîtrise en littérature. Tiens. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, Maurice. Et Lucky Luke. Lucky Luke, disent les et- Belges. Comment il dit? Lucky Luke. Lucky Luke. Ah oui, Lucky Luke. Oui, mais d'autres prononcent Lucky Luke, évidemment. Oui. Hergé. Hergé est mort quand la première fois que j'ai été au Costa Rica. Et Hergé est mort à l'âge de 77 ans, si mes souvenirs sont bons. Et c'était en 83 que j'ai appris qu'il était décédé. Oui. Je crois comprendre aussi que tu as eu une grande amitié avec Gégé. Oui, Gigi, ça a été un des meilleurs amis que j'ai eu dans ma vie. Trop court, 10 ans. Et qui était Gégé? C'était un immense dessinateur et un homme de cœur. Voilà. Un homme de cœur et puis un gentleman, vraiment. C'était vraiment un plaisir. Et un homme qui avait un sens de l'humour peu banal. Ça aide. Oui. Ça aide. Mais Et nous avions parfois des discussions tard le soir ou même pendant la nuit, des discussions extrêmement sérieuses sur la vie spirituelle, sur la destinée de l'homme, même sur la politique, etc. Mais c'était extrêmement sérieux, mais ça ne manquait pas parfois d'humour, bien sûr. On ne peut pas discuter pendant 2h30 avec Joseph, avec Gigé, sérieusement, sans avoir quand même de temps en temps l'envie de faire une plaisanterie. Hein. Ou bien lui, ou bien moi. lui a eu, je comprends, j'ai bien compris ce que tu m'as raconté dans d'autres occasions, une grande influence sur les bédéistes belges de l'époque. C'est le maître de l'école de Marcinelle. En Belgique, de 1945 à 1980 à peu près, il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école de Spirou, Marcinelle, et l'école du Lombard à Bruxelles, c'était Hergé. Alors il y avait Hergé, Lombard, Marcinelle, Spirou, Gigé, qui a pris sous son aile des gens comme Maurice de Bévert, donc Maurice, l'auteur de Lucky Luke, André Franquin, Willy Maltet, celui qui signait Will, etc. et d'autres, à qui il a appris le dessin et qu'il a pris sous son aile et à qui il a refilé même des séries qu'il animait lui-même. La BD est souvent vue comme un art à la croisée de l'écriture littéraire et de l'écriture graphique. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur je sursaute toujours quand on me dit que la BD est influencée par le cinéma. Oui, un peu, mais le cinéma n'existait pas quand la BD a déjà été créée. Hein, et d'autre part, au Moyen-Âge, le cinéma n'existait pas. Ce serait peut-être plutôt le cinéma qui se serait inspiré de la BD et des récits en images et en illustrations. Tout à fait. Hein? Tout à fait. La façon de raconter une histoire. Et de cadrer. De cadrer, les cadrages, les gros plans. Les gros plans, etc. Les images bougent dans le cinéma, tandis que pas nécessairement dans la bande dessinée. Pas du tout, même. Mais il y a quand même un mouvement qui existe. Il y a un extraordinaire mouvement et il tient au dessin. Exactement. Mais il ne tient pas au cadrage, parce que c'est le dessin qui donne l'impression du mouvement. Double défi. Ah oui. C'est-à-dire, c'est la composition de l'image et le mouvement suggéré par la direction du regard, ou par l'action même et du le mouvement. type de graphisme. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui ont un graphisme très statique. Hein. Oui, tout à fait, oui, évidemment, oui, c'est ça.
C'est-à-dire je fais une analogie entre le cinéma et la bande dessinée, ça concerne plutôt au fait que on parle un peu de la BD moderne, actuelle, comme industrie en soi. Oui, oui, il y a une influence maintenant dans l'autre sens du cinéma sur la BD, c'est certain. On a déjà entendu parler que l'inventeur de la BD est le Suisse Rodolphe Töpffer. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut dire, parler de la BD telle qu'on l'a connue? Oui, ce n'est pas faux, loin de là. Mais la BD moderne, plus dynamique, c'est les Américains qui l'ont inventée, ça c'est certain. Et donc, parce que dans leurs journaux du dimanche en particulier, ils avaient des bandes dessinées, et c'est eux qui ont donné une dynamique à la bande dessinée. Bien sûr, il y a des Français qui ont fait des choses aussi, et puis des Belges, bien sûr, mais au point de départ, c'est quand même la bande dessinée américaine qui est à l'origine de la bande dessinée telle qu'elle s'est exprimée par la suite. D'accord. Mais au départ, c'était des publications, par exemple, hebdomadaires ou journalières, les deux. Les deux, hein. Mais sauf que dans les magazines, enfin les suppléments américains du dimanche, c'était quand même une histoire entière. Une page, par exemple. Une page, oui, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est ça. Pas nécessairement l'histoire entière, mais une page. Des chapitres comme ça. Oui, c'est ça. Qui disaient To be continued. To be continued. Tintin au Congo, c'est en 1931, je dis, c'est bien. Et ensuite, le deuxième, c'est en 1946. Ah, quand même. 15 ans plus tard. Mais avant tout ça, lui écrivait, il faisait ses bandes dessinées et tout sur le Petit 20e. Oui, mais dans le Petit 20, avant ça, il dessinait pour une revue de Boy Scout. Oui. Il faisait Totor, CP de la patrouille des hannetons. CP, ça veut dire chef de patrouille. De la patrouille des hannetons. Puis il a été engagé par le Petit 20e parce qu'il connaissait l'abbé Wallet qui l'a engagé. Le Petit 20e, c'était un supplément du 20e siècle, qui était une revue belge, catho, assez à droite, et dans laquelle Hergé faisait le supplément, donc qui s'appelait le Petit 20e. Voilà. Tiens. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quel âge pouvait-il avoir à cette époque-là? 21, 22 ans. Jeune, hein? Très jeune. Oui. Alors... Et est-ce qu'il connaissait déjà Gigé? Ah non, c'est beaucoup plus tard. Il a connu Gigé aux alentours, pendant la guerre. Ah. Ben oui, parce que Joseph Gillin, Gigé, n'était, comme on a été connu qu'à partir de 1937, 36-37. Oui. Hein, tu vois, Hergé était un peu plus vieux que Gigé. On est à Boucherville le 26 juin 2022. Ceci est la suite d'une interview à Benoît Patard sur la bande dessinée. La lecture, ses opinions, les rencontres avec des BDistes, les anecdotes et la place qu'a occupée et qu'occupe la BD dans sa vie. Oui. Bonjour Benoît. Salut Miguel. Bonjour. Bonjour, oui. C'est un grand plaisir de pouvoir parler avec toi et donner suite à cette rencontre. Et c'est réciproque. Pour commencer, je voudrais revenir à cet incontournable de la BD qui est Hergé. Peux-tu nous dire davantage sur l'homme, le dessinateur, ses albums, comme par exemple le Lotus bleu ou les crabes
aux pinces d'or. Je pense qu'ils sont... Qui sont là. J'ai le Lotus bleu en noir et blanc ici, et le Crapaud pince d'or en couleur, la première édition. Et puis tu as bien choisi, parce que pour moi c'est les deux meilleurs Tintin, ce qui n'exclut pas les autres bien sûr, mais c'est vraiment mes deux préférés, et je trouve les deux meilleurs. Et puis en ce qui concerne Hergé, le dessinateur, c'est un très grand dessinateur, il n'y a aucun doute là-dessus, on ne peut pas contester ça. L'ennui avec Hergé, c'est que dans la deuxième partie de sa carrière, il a commencé à travailler avec un studio. Et puis, la qualité du dessin s'en est ressentie énormément. Et puis, à partir de l'affaire Tournesol, ça devient vraiment très, très médiocre. C'est du travail d'équipe, mais le génie d'Hergé n'est plus là, à mon humble avis. Et la meilleure partie, c'est évidemment la première partie de sa carrière. Évidemment, Tintin au pays des soviets est une tentative, c'est pas encore très bon. Il faudra attendre Les cigares du pharaon, qui est vraiment le premier, malgré certaines imperfections, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis suivront le Lotus bleu, suivront L'oreille cassée, qui sont des albums magnifiques, spécialement le noir et blanc. Le couleur a été un peu rectifié. Certains albums ont été mis en couleur soit par la femme d'Hergé, soit par Jacobs, Edgar P. Jacobs, qui a été engagé par Hergé à la fin de la guerre. Voilà. Alors sur le plan de l'homme, c'est un homme très complexe. Et il a fait une erreur monumentale en collaborant avec un journal qui s'appelait Le Soir volé. Il a collaboré, qui était le grand quotidien, mais ce grand quotidien a été mis sous tutelle par les nazis, et qui pendant toute la guerre est paru sous l'influence nazie, avec un directeur qui s'est plié aux desiderata et aux exigences des nazis. Et tous les jours paraissait dans Le Soir volé un strip de 4 cases ou 5 cases où Hergé qu'Hergé dessinait, et qui ont été qui ont donné lieu à des albums comme le secret de la licorne, le trésor de Rackham le rouge, qui sont d'ailleurs d'abord parus en strip. Et alors, après la guerre, quand on s'est libéré des nazis, on lui a reproché amèrement d'avoir collaboré. On a songé à le poursuivre, mais finalement, le procureur général de Belgique a décidé de ne pas le poursuivre. Je crois qu'il a fait une demi-journée ou une journée de prison, mais pas grand-chose, et il n'a pas été poursuivi. Et pendant longtemps, il a dit, oui, mais c'était de bonne foi. Pendant longtemps, il a dit, oui, peut-être bien que j'aurais pas dû le faire, mais j'avais des amis, puis je faisais ça de bonne foi, sans songer à encourager l'idéologie nazie. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais à la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie, il a reconnu qu'il avait fait une énorme gaffe. Et, ouais. Ça me surprend énormément. Le secret de la licorne a été fait durant cette époque-là. Oui. C'est-à-dire qu'il a essayé, pendant la période nazie, il a essayé de faire des histoires qui soient en dehors de l'idéologie. La même chose pour le Crapaud pince d'or. Ce sont des albums dans lesquels il n'y a pas de connotation idéologique, si tu veux. Alors, ce n'est pas étonnant. Mais... L'autre jour, tu nous parlais de Gigé, de son influence auprès d'autres dédéistes renommés, mais en particulier, tu parlais de votre amitié. Ah oui, ça oui. Et je me demandais, aimerais-tu partager quelques anecdotes vous concernant? D'abord, la principale anecdote que je pourrais décrire, c'est ma rencontre avec Gigé. Et comme je l'ai dit dans une conférence il n'y a pas tellement longtemps, c'est un cas assez extraordinaire de coup de foudre d'amitié.
nous sommes tombés amis instantanément. C'est incompréhensible d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai été invité, une ancienne étudiante et amie, Marie-André Cournoyer, s'occupait de la diffusion de différentes revues, et elle me dit, ben tiens, les gens de chez Pilote sont de passage à Montréal, est-ce que tu voudrais, ça t'intéresserait de les rencontrer? Il y a Gottlieb, il y a Mandrika, il y a Gigé, voilà. C'est passé ici à Montréal. Ici à Montréal. Claire Bretéché qui était là également. Et puis finalement, ben, je lui ai dit, ben oui. Et alors nous avons été sur la rue Bishop, où il y avait le restaurant L'Annexe, et avec un sous-sol où il y avait la réception. Et puis je me suis amené, et puis je suis arrivé, puis j'ai commencé, on était peut-être une vingtaine de personnes, et j'ai commencé à parler avec Gottlieb et Mandrika. Et puis Gottlieb me dit à un moment donné, tu viens d'où toi? Je dis, je suis d'origine belge. Oh là là, ben, qui tu viens voir? Je viens voir Joseph Gillin, Gigé. Oh, ben si tu viens de Belgique et si tu es ardennais comme tu dis que tu l'es, ça va cliquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a cliqué, pas un peu. Et alors nous sommes devenus vraiment... c'est génial. Oui, ça a été vraiment formidable. Et puis il a visité un peu au Québec, moi on s'est revu plusieurs fois. Et puis quand il est parti, il me dit, ben là, écoute, tu viens au mois de décembre, tu viens en Belgique et en France, là tu viens chez nous, je t'héberge, puis tu viens faire la connaissance de ma famille. Alors je suis arrivé, et puis c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la femme de Joseph Gillin, Annie, de ses enfants. J'ai fait la connaissance de Laurent surtout, que tu connais bien, et puis j'ai fait la connaissance des petites filles de Joseph, Anne, Juliette et puis Raphaël. Puis j'ai fait la connaissance aussi de sa fille aînée, Annette. Et ensuite, un peu plus tard, j'ai fait la connaissance de Benoît et de Philippe. J'ai fait connaissance de toute la famille. Et puis, vraiment, et Annie m'estimait beaucoup. Une des raisons, comme je le dis souvent, c'est que Joseph était croyant, mais il n'était plus pratiquant. Il avait été influencé par la bande à Boboul de Pilote. Et donc, mais Annie était une croyante pratiquante. Et alors, chaque fois que j'étais là, pendant 8 ans où j'ai connu Joseph, j'allais à la messe avec Annie. Donc, le dimanche, j'étais là, on allait ensemble à la messe. Voilà. J'ai d'ailleurs une anecdote assez amusante là-dessus. C'est qu'un jour, Annie et moi, nous allons à la messe à Draveil. Et puis, à côté de là où habitait Joseph, et nous y allons et nous revenons, et nous entrons par la porte principale, et il y avait Joseph, Laurent et le chanteur, là, Eddie Mitchell, qui était là. Et puis quand il nous entend rentrer, il se met à chanter « Kyrie eleison » pour se moquer de nous. Annie et moi, on s'est regardés, on a été sur la gauche, dans la cuisine, on rigolait sous cap, et puis j'entends Joseph dire « Oh, je crois qu'on a gaffé ». Et alors, après ça, ben, on a commencé à se parler. Et quelques minutes plus tard, j'ai dit non, on est habitué au sarcasme. On s'excuse, vraiment, on voulait faire une blague. Alors, tu vois. Comme c'est beau, hein, c'est beau remémorer ces choses-là et tout. Et en parlant de c'est remémorer, à un moment donné, ça fait un certain temps, tu m'avais parlé, parce que j'ai vu chez toi une photo où il y a une statue, et toi à côté, et je pense que c'était à Connecticut. Au Connecticut, c'est ça. Ben oui, quand je parlais des enfants de Gigé, j'ai oublié de parler de Dominique, qui est devenue une très bonne amie. Et puis Dominique vivait au Connecticut. Elle avait épousé un Américain, ils sont séparés, mais elle vivait donc près de la forêt du Connecticut, près de New Canaan. Et puis à un moment donné, Joseph, il venait 1 ou 2 fois par année aux États-Unis, il m'appelait ou il venait chez moi. Et comme un jour il m'appelle et il me dit, ben écoute, Benoît, viens,
on est au Connecticut pour une semaine ou deux, et puis viens faire un petit tour, viens nous rejoindre. Bon, finalement, je décide de prendre, comment est-ce que j'y étais, en autobus et en train, je crois. Et puis finalement, j'arrive, et puis bon, je reste là, un ou deux jours, mais le premier jour, il me dit, ben tiens, viens faire un petit tour, on va se promener avec la famille dans la forêt, il y a une très belle forêt, et puis on marche, et puis il traînait la patte, moi je marchais, puis à un moment donné, je me bute une espèce de statue, et eux, ils rigolaient comme des bossus. Joseph, le compagnon de Dominique, Annie, c'était ma statue. Depuis 3 jours, il avait sculpté ma statue avec le compagnon de Dominique. Ils avaient sculpté une statue en contreplaqué, et dans au bas duquel était écrit « Ici s'arrêta le philosophe Patard, qui, dans un moment d'aberration, décida de terminer sa thèse. » Et il rigolait, et il paraît qu'il est toujours là. Alors, mais en mauvais état. Oui. Et alors voilà, donc il m'avait fait une blague pour se moquer de moi, et on avait bien rigolé. Tu vois. Alors, c'est comme ça que cette statue, si j'avais le temps de retourner au Connecticut, j'irais voir où elle est probablement à terre, hein, je suppose. Voilà, voilà la gloire. Oui, c'est ça. En parlant de son œuvre, qu'est-ce qui t'a le plus touché de son œuvre? Ben, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, hein, mais moi, ce qui me plaît le plus dans l'œuvre de Gigé, c'est les 2 premiers Valardi, que j'aime beaucoup, qu'il a dessiné pendant la guerre, en 1942, 43, 44 même. Puis j'aime beaucoup aussi la vie de Don Bosco en noir et blanc, qu'il a fait à la même époque, qui, chose étonnante, a eu un succès fracassant. Je crois qu'il y a eu plus de 200 000 exemplaires vendus pendant la guerre. C'est quand même extraordinaire. Et puis, j'aime bien évidemment Jerry Spring, les premiers Jerry Spring, le tout premier est un chef-d'œuvre extraordinaire. Et donc, oui, Valardi, Jerry Spring, qu'est-ce que je pourrais dire, et d'autres, Blondin et Sirage, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des albums très drôles et très, très sympathiques à lire et à relire même. Est-ce qu'on peut dire qu'il était ton dessinateur préféré? Ah oui, certainement. Oui? C'est le style que je préfère. Mais bien sûr, je relis régulièrement, j'ai ici le Lotus bleu en noir et blanc, je le relis régulièrement parce que Hergé a atteint le sommet de son art dans le Lotus bleu, c'est certain. Mais je préfère Joseph Gillin qui a fait plusieurs albums qui sont admirables, vraiment. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a des gens qui ont écrit sur son œuvre, sur lui-même, le personnage et tout. Il me semble qu'il y a été proche de certaines publications qu'ils ont fait dernièrement. Oui. Peux-tu me... C'est-à-dire que François Denayer a publié un livre qui est consacré à Gigé, à son œuvre, à sa famille, à ses ancêtres. Moi, la première version, je l'ai corrigée entièrement. Et c'est un livre qui est beaucoup trop gros, qui a un titre que je trouve inacceptable. D'ailleurs, la famille de Gigé a manifesté son désaccord avec le titre. C'est Gigé, une vie de bohème. S'il y a bien une chose que n'a pas eue, c'est Joseph Gillin, c'est une vie de bohème. Et en plus, la photo sur la couverture, la première de couverture, où on voit Joseph, non, c'est pas représentatif de Joseph Gillin Gigé. Gigé était quelqu'un de sérieux, et puis oui, c'est vrai qu'il est parti aux États-Unis à un moment donné. Lui et sa femme et d'autres dessinateurs étaient effrayés par l'arrivée des Russes, du communisme dans les années 47-48. C'était menaçant.
Alors, Joseph m'avait toujours dit que lui, s'il fallait, il viendrait vivre ici en Amérique du Nord. Mais c'est pas parce qu'il détestait l'Europe du tout. Alors, voilà, sur cet ouvrage, je pense que on devrait faire un livre beaucoup plus petit et moins volumineux, avec des œuvres inédites ou plus ou moins inédites, et qui racontent le talent, le génie de Gigé. Alors que sur Hergé, à plusieurs reprises, on a publié des choses qui sont vraiment intéressantes, qui se lisent, avec parfois des interviews d'Hergé. Et puis, je pense que ce serait à faire avec Gigé, la même chose. Donc, je ne condamne pas, bien sûr, le travail qu'a fait de Neyer, mais je pense que c'est insatisfaisant. Voilà. Je nous parlais aussi des deux écoles, hein, Marcinelle, celle de Bruxelles, comment ça s'appelle? De Bruxelles ou du Lombard, de Bruxelles, Lombard. oui. Alors, tu avais Franquin. Franquin, c'était plutôt Marcinelle. Marcinelle. Oui. Peux-tu nous parler des Franquin? Ben, oui, mais je voudrais dire deux mots d'abord sur Marcinelle. L'école de Hergé n'a pas fait école du tout. À l'école de Bruxelles, il y a deux grands noms, c'est Hergé et c'est Edgar P. Jacobs. Hergé avec les Tintins et Jacobs, bien sûr, avec Blake et Mortimer. Mais à Marcinelle, l'école de Marcinelle a fait école. Gigé a piloté toute une série d'auteurs comme Maurice de Bévert, qui est l'auteur de Lucky Luke. Il faudra que je raconte des choses sur Lucky Luke à propos de Gigé, justement. Mais je le raconterai après. Et André Franquin, bien sûr, Will, et d'autres. Gigé a eu une influence et a été considéré comme, je dirais, le père de l'école de Marcinelle. Mais tout en respectant le génie propre de chaque dessinateur, Franquin étant le plus remarquable, bien sûr. Ça n'enlève rien à Maurice, mais Maurice est un grand dessinateur aussi, mais beaucoup plus ordinaire tandis que Franquin est beaucoup plus diversifié. Gaston Lagaffe, Spirou, etc. C'est quelque chose d'étonnant, et c'est un grand dessinateur, évidemment. Le nid des Marsupilami est un pur chef-d'œuvre, hein, c'est évident. Oui. Je crois qu'il n'y aura pas grand monde qui me contestera. Non, on est d'accord là-dessus. Voilà, Gigé a repris à Robvel Spirou et l'a transmis ensuite à notre ami Franquin. Franquin, oui, moi je ne l'ai pas connu beaucoup, je l'ai connu par Gigé, un jour que nous avions été chez Dupuis à une réception, lui et moi, et on s'est retrouvés à Bruxelles, on a été logés chez ma sœur, qui nous a accueillis vraiment de façon tout à fait remarquable. Joseph lui a d'ailleurs fait un magnifique dessin. Et puis le lendemain, nous avons été chez Franquin, et puis lui et sa femme ont eu la gentillesse de nous inviter. C'est là que j'ai mangé le meilleur waterzouille de ma vie. Liliane, la femme de Franquin, était une cuisinière vraiment remarquable. Et puis nous avons aussi été au restaurant avec Franquin, Robat. Bon voilà, c'était des gens de grande classe et des êtres humains formidables. Tandis que Maurice, je n'ai jamais rencontré. On pourrait d'ailleurs parler des dessinateurs que j'ai rencontrés. Exact, c'est la question qui suivait. D'autres dessinateurs, d'autres rencontres. J'ai rencontré celui qui se faisait appeler Sirius, Max Mailleux. J'ai rencontré le scénariste Jean-Michel Charlier, pour lequel j'ai pas beaucoup d'estime. J'ai rencontré François Valteri, le dessinateur de Natacha. J'ai rencontré encore, qu'est-ce que je pourrais dire, Guy Mouminou,
qui a collaboré au dernier Valardi avec Gigé, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et comment... Et qui est-ce que je ne sais plus, qui est-ce que j'ai rencontré comme... Mais tu as rencontré Claire Bretéché. Claire Bretéché, par exemple. qui était une femme charmante, gentille, très gentille, pleine d'humour, et dont ici la vie passionnée de Thérèse Davila est un pur bijou. Hein. C'est un régal de lire ça. Alors, voilà. Donc, il y avait les docteurs Bobelog aussi, les histoires du blé. Oui, exactement. Sont magnifiques. Je voulais te poser une question au sujet des personnages. Oui. Des personnages. Un en particulier qui me touche beaucoup, je vais le nommer en premier, mais ça va comme ça, dans cet ordre-là. Achille Talon, Astérix, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, etc. Oui. Ben, Achille Talon, Greg n'est pas un très grand dessinateur, mais c'est quand même fascinant de lire Achille Talon. Et puis, c'est un personnage, Louis, son père, Papa Talon, Le Funeste, ce sont des personnages hauts en couleur. Dans, ce que je pourrais reprocher dans Achille Talon, c'est qu'il y a trop de textes. Mais ça fait le délice de beaucoup de gens. Comme moi. Oui, voilà. Mais j'aime mieux de... D'ailleurs, pour moi, les meilleurs Achille Talon, ce sont ceux où il n'y a pas beaucoup de texte. Et puis, Virgule de Guillemets, qui est un personnage haut en couleur, que nous connaissons. Adorable. Et puis, j'ai rencontré Greg il y a quelques années. C'était pas un personnage très sympathique, mais sa création est quand même hors du commun. Et je ne suis pas le seul là. Toi, d'autres pensent que c'est vraiment quelqu'un de... C'est une invention. C'est comme je vois ici Is No Good. Là aussi, il y a beaucoup de textes, mais enfin, c'est pas mal. Hein. Durant plusieurs années, Is No Good était mon préféré. Je ne sais pas si parce que moi-même je voulais être calife à la place du calife, mais enfin... On veut tous l'être un peu parfois. Oui, c'est ça. Je l'ai rencontré, il m'a dédicacé. Ah, moi je ne l'ai jamais rencontré. Ah oui, un homme très modeste, très poli. Voilà. Alors donc tu m'as posé comme... je disais Astérix. Astérix, comme je l'ai dit récemment, c'est un peu trop franco-français. C'est-à-dire que c'est bien, c'est bien, mais je peux pas dire que... Je peux pas dire... en fait, le meilleur album de Uderzo, ce n'est pas Astérix et Obélix, c'est Papa. Je sais pas, c'était... Je connais pas. Papa, ça paraissait dans Tintin, c'est l'histoire de monsieur de la pâte feuilletée qui vient ici en Amérique du Nord, qui rencontre l'Indien Papa. C'est assez juteux, c'est assez remarquable. Mais Uderzo n'est pas un grand dessinateur. C'est un très bon dessinateur, mais il manque quelque chose. Et dans l'idée géniale de Astérix et d'Obélix, c'est justement la création de ces personnages et de la tribu dans laquelle ils vivent. Et ça donne des résultats quand même. C'est agréable à lire quand même. Et la confrontation avec les Romains. Avec les Romains. Le pouvoir. Oui, le pouvoir. À l'époque. Mais c'est pas, il ne me viendrait pas l'idée de relire du Astérix et d'Obélix. J'ai d'ailleurs très peu d'albums d'Uderzo et Goscinny. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Oui, les Schtroumpfs. Peyo et... Oui, mais c'est bien, mais ça a été ultra commercialisé et ça a perdu beaucoup de sa saveur. Et je pense, bien sûr, les tout premiers albums de Johan et Pierre Louit avec notamment les Schtroumpfs, c'est délicieux. Et puis, il y a quelques albums de Johan et Pierre Louit qui sont remarquables quand même. Et puis alors, pour revenir à Gaston Lagaffe, c'est un héros incomparable, vraiment. Je crois qu'on ne peut pas ne pas être... moi, je relis ça avec toujours un grand plaisir. Et puis, Franquin, c'est tout un dessinateur. Hein. Ouais. Comment un livre, Le Lotus Bleu, on peut regarder chaque image. C'est vraiment...
Il y a des plans ici, les plans de Shanghai sous la pluie, c'est vraiment... Évidemment, il a été influencé par Chang, le Chinois qui a habité pas loin de chez lui, avec lequel il est devenu ami en son temps. Mais c'est d'une beauté magnifique. L'art du contraste noir et blanc, c'est vraiment magnifique. Et les planches couleurs sont magnifiques aussi. Et puis dans le crapaud pince d'or, évidemment, je préfère la version noir et blanc du crapaud pince d'or. Mais c'est quand même... Tu vois par exemple, cette planche couleur n'est pas celle de l'album original. C'est pas comme ça qu'on le voit, c'est en piqué. Mais c'est quand même pas mal, écoute. Vraiment, ouais. Mais je préfère de loin la version noir et blanc. Mais moi, il y a un personnage, un personnage créé par Hugo Pratt. Ah oui, On n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'Hugo Pratt, ce serait très dommage. Alors c'est ça, celui-là devant toi. Ah oui. Regarde ça, c'est des albums. Moi, j'adore son dessin. L'art du noir et blanc. Oui. On ne peut pas faire mieux que ça. Écoute, c'est un sacré bonhomme, hein, mais qui n'a pas eu le succès. Ben, il a eu du succès, mais qui n'a pas été connu comme il aurait dû l'être. Voilà. Écoute, il y a plein de dessinateurs dont je n'ai pas parlé beaucoup, par exemple, je parlais tout à l'heure de Sirius, les premiers éperviers rouges, c'est excellent, c'est très très beau, etc. Enfin, il y a des dessinateurs, on n'a pas parlé de la bande dessinée américaine, hein. Écoute, il y a des dessinateurs de la bande dessinée, Milton Caniff, c'est un très grand dessinateur, etc. Enfin bon, et toi tu voulais dire qui? Non, je voulais parler des personnages comme Flash Gordon, Superman, oui. Et que ce sont les plus disons, connus. Là. Et puis le fantôme, le premier fantôme, c'est remarquable, c'est un très grand dessinateur. Raymour. Mon ami Jean Duval a pour lui une vénération, il a raison, c'est un très grand dessinateur. On n'en parle pas beaucoup, parce qu'il le fantôme a été repris ensuite par d'autres dessinateurs qui sont beaucoup moins bons. Mais la bande dessinée américaine, on ne peut pas la sous-estimer. Comment il s'appelle déjà? Dick Tracy. Les premiers Dick Tracy sont de toute beauté, ils sont vraiment très très remarquables. Oui, on ne peut pas parler de tout, évidemment. Évidemment. C'est ça. De toute façon, moi je te dis merci de nous avoir dévoilé tout le temps des choses intéressantes. Il y a aussi il y a un dessinateur français dont je raffole, qui s'appelle Le Ralic. Comment? Le Ralic. Et il y a 2-3 Pancho Libertas qui sont des purs chefs-d'œuvre de la bande dessinée. C'est des westerns, ils se déroulent au Mexique. Et puis c'est vraiment... Le Ralic est un grand dessinateur. Le Ralic d'ailleurs était connu, il a dessiné dans Tintin, il dessinait Teddy Bill qui est bien, sans plus, mais c'est un remarquable dessinateur. Et il avait comme scénariste Marie-Jacques, que j'ai bien connu. Et Marie-Jacques était un scénariste qui a fait notamment les Pancho Libertas qui sont dramatique mais remarquable comme style. Voilà. Avant qu'on se quitte, ne bouge pas. Enfin, je t'ai entendu parler d'une histoire de RG, JG, des valises. Oui. De quoi ça? Eh bien, j'étais... ça doit être en 1974, je crois. J'étais chez Joseph Gillin qui avait fait une petite soirée avec quelques dessinateurs de bande dessinée, dont François Walteri, on avait tellement rigolé que je m'étais fait mal à la hanche, je marchais assez péniblement,
Et le lendemain, je devais prendre le train pour Bruxelles, parce que je n'avais pas encore été chez ma sœur. Alors, j'avais 2 grosses valises, comme d'habitude, et qui pesaient lourd. Et puis, Joseph me reconduit à la gare du Nord à Paris. Et il m'a dit, ben, écoute, je vais t'aider pour porter les valises. Et je lui dis, je m'entends encore lui dire, Joseph, tu m'emmerdes. Écoute, je suis capable de m'occuper de moi-même, là. Alors il dit, bon, bah, très bien, je te dépose ici. Ben oui, je dis, écoute, il y a des porteurs et il y a des espèces de trottinettes pour trimballer mes valises. Alors je descends et j'arrive et je cherche des porteurs. Il n'y avait pas de porteurs. Et puis là, je cherche les petits chariots. Plus de chariots. Oh là là. On était au mois de décembre, proche de Noël. Alors, bon, ben, je me décide, je me dis, ben, je vais aller prendre le TGV plus loin. Et je ne sais plus d'ailleurs si c'était le TGV déjà à l'époque, je suppose. Et je marche avec mes 2 valises, clipiti-clop, j'avais mal à la hanche, j'avançais lentement, je fais quoi, peut-être 75 mètres ou 100 mètres. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me prend les 2 valises, qui me dit « Vous permettez, monsieur ?» Je me retourne, c'était Hergé. Et je lui dis « Mais monsieur Remy, non, laissez-moi faire, monsieur, vous allez à Bruxelles, oui. » Alors, il s'en va avec mes 2 valises, et moi je le suis. Non. Et puis, il me demande quelle voiture j'étais, je lui dis, et puis il monte tout dans le compartiment où j'étais. Il me dépose des valises, il en met une d'ailleurs dans les filets. Et puis, il me laisse là, il me dit, ben, je l'accompagne quand même pour lui saluer, parler un peu avec lui dans ça. Et lui, il était en première classe, moi j'étais en 2e. Et puis, je rencontre sa femme, Fanny, sa 2e femme, et je commence à parler avec lui. Et puis, je lui dis, mais vous savez, monsieur Remy, vous avez fait quelque chose de magnifique dans votre carrière, hein. Entre parenthèses, je savais qu'il avait déjà des petits problèmes de santé. Et je lui ai dit, ben, je vous félicite, vous avez fait du bien autour de vous. 2 grosses larmes. Alors quand j'ai vu que je me suis retiré, et puis on arrive à Bruxelles, et moi je retourne dans mon compartiment, et finalement il vient, il me dit, vous permettez, il reprend mes 2 valoches, il descend, et il marche en direction des taxis. Et là il me laisse au taxi. Et j'ai pu rentrer chez moi sans porter mes valises. Et j'ai compris à quel point il était Boy Scout jusqu'à la fin de ses jours. Il a été Boy Scout. Et je trouve ça, j'étais très ému, je les remercie beaucoup évidemment. Quelle histoire! Et j'ai parlé de Gigé avec lui aussi, parce qu'il connaissait bien Gigé. On a parlé de Gigé, enfin on a parlé de différentes choses, oui. C'était formidable. Je ne sais pas pourquoi j'ai mérité ça. Et j'étais ravi, vraiment. Alors voilà, c'était une belle histoire, qui est authentique. Ouais. Toi, tu m'avais parlé déjà de ton intérêt pour connaître un peu le personnage Mafalda et son auteur, là, qui nous... Donc, je me fais le grand plaisir de t'offrir l'intégrale. Tu vas découvrir ce personnage qui est délicieux. Entre 2 parchemins de Buridan, je vais pouvoir lire ça. Voilà, ici je vois... c'est délicieux, c'est absolument délicieux. C'est ça. Mais c'était une époque quand même assez particulière en Belgique, avec toute l'effervescence de la vente des CD et tout. Et comment ça se fait que ces phénomènes-là s'est produit à ces moments-là en Belgique? Moi j'ai une théorie peut-être un peu idiote, mais pourquoi? C'est qu'il fait tellement sombre en Belgique qu'on a besoin de rire.